Bonjour Emmanuel Véron, vous êtes docteur en géographie, spécialiste de la Chine contemporaine. Alors c'est vrai que la Chine fait aujourd'hui partie de ces pays qui utilisent la désinformation comme une arme de guerre invisible, on en parlait tout à l'heure, contre Taïwan par exemple, ou ces relations qui sont assez conflictuelles avec le Japon, aussi les États-Unis et la France. Absolument, et la France. En fait, ce qui est intéressant quand on regarde les modalités, les techniques du régime chinois, finalement, du Parti communiste chinois, c'est qu'on a une forme d'historique, d'ADN qui remonte aux origines même du régime, dans la manipulation de l'information, dans des logiques d'obsession, de contrôle de l'information, et donc de mécanismes de désinformation. Donc le sujet est historique, très ancien, et aujourd'hui, il prend une ampleur considérable, je crois essentiellement pour deux choses. La première, c'est parce que on a une massification des réseaux sociaux, une intensification des réseaux sociaux et du champ informationnel. C'est-à-dire qu'on est tous connectés en permanence, tous les niveaux économiques, politiques, diplomatiques, etc., et à l'échelle des individus. Et puis l'autre sujet, c'est la montée en puissance de la Chine elle-même, en Asie et dans le monde. Et son obsession du contrôle de l'information et de la bonification de son image conduisent le régime à avoir une sophistication de ces mécanismes, donc de contrôle de l'information de son image, je disais, mais également de désinformation pour chercher à continuer de légitimer le régime, aussi bien d'un point de vue intérieur pour sa population que d'un point de vue extérieur, vis-à-vis de Taïwan, vous l'évoquiez, du Japon, mais également pour des sujets économiques et commerciaux, et on va pouvoir le développer. Exactement, en effet c'est ça, parce que l'intérêt souvent pour la Chine, en tout cas contre la France, c'est de les discréditer au niveau économique. Il y a des intérêts économiques, des enjeux, mais c'est vrai qu'en tout cas cette désinformation venant de la Chine, elle était identifiée, elle est même assumée en fait par la France qui l'explique. Regardez cette citation, c'était l'ancien chef de l'état-major en juillet qui disait « La Chine s'oppose évidemment principalement aux États-Unis, mais en fait il n'y a pas de vraie distinction, on n'est pas épargné par les effets de la compétition dans le domaine économique, technologique en particulier ». Donc ça c'est quand même le chef d'état-major des armées qui le 11 juillet dernier l'affiche, l'exprime clairement. Et puis c'est vrai qu'Emmanuel Macron a achevé hier donc une visite de 2 jours en Chine. Et alors là, eh bien, il y a eu de fausses informations, et notamment sur Internet, des internautes qui disaient que le dirigeant chinois avait humilié le président français par son absence sur le tarmac à l'arrivée de l'avion du président français. Alors là, on a pu voir plusieurs publications en ce sens, vous le voyez. On dit première humiliation diplomatique. Il y a des vidéos TikTok qui ont pris de l'ampleur, qui sont devenues assez virales. Bon, en réalité, on va le dire tout de suite, c'est un protocole classique. C'est pas du tout un signe d'hostilité. Ça, vous le confirmez, c'est dans le protocole. Absolument, oui, en fait. Et d'ailleurs, le sujet de la désinformation sur l'accueil sur un tarmac à l'arrivée d'un chef d'État ou d'une autre autorité est systématique. À chaque fois, on l'avait lors d'une dernière visite chinoise sur le tarmac. Exactement, regardez, on a les vidéos. C'est voilà. Gabriel Attal qui a accueilli le président chinois. Absolument, et à chaque fois on dit mais non, on ne donne pas assez de considération au chef de l'État, etc. Non, dans les faits, protocolairement, c'est dans les habitudes, c'est tout à fait systématique, etc. Et le côté des informations, lui, à travers ces fameuses plateformes, dont ex-Twitter, X, est systématique, est une bonne caisse de résonance pour cela. Ce qui est intéressant derrière ce sujet, c'est la capacité chinoise, on le disait tout à l'heure, à monter en puissance technologiquement dans les réseaux sociaux, dans le champ informationnel, mais également à proposer des plateformes technologiques. Bien sûr. Et donc de pousser, comme on dirait, des narratifs, en fait des récits ou des fausses informations, de pousser également des individus physiques existants, de réelles personnes, qui vont pouvoir pousser un certain nombre de sujets, de désinformation, et être relayés de manière très 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 importante. Mais également de pousser des bots, comme on disait, donc ça c'était le classique des techniques russes, et on voit d'ailleurs depuis plusieurs années maintenant, une forme de complémentarité dans les modalités russes et chinoises dans le champ informationnel. Ce qui hier, l'Union soviétique, était quelque part une forme de source d'inspiration pour ces manœuvres d'intoxication et des informations de la Chine, aujourd'hui on voit une complémentarité, voire une Russie qui viendrait même s'inspirer de techniques ou de technologies chinoises pour effectivement pousser ou en tout cas répandre, relayer ces logiques de désinformation qui concernent des sujets politiques, des sujets diplomatiques ou des sujets très techniques du moment, technico-commercial, de transactions pour
les défaire ou en tout cas les perturber. Tristan. Oui, c'est assez fascinant de voir effectivement l'interaction qu'il y a entre la Russie et la Chine. La Chine était assez en retard en termes de médias internationaux ces dernières années. C'est surtout avec Russia Today, les Russes, avec Russia Today et Sputnik, qui ont vraiment ouvert le bal. Et je crois qu'il y a un savoir-faire russe, en tout cas une expérimentation russe, que la Chine a pu regarder avec beaucoup d'intérêt et copier, donc bénéficier déjà du savoir-faire déjà russe en termes de désinformation. Aujourd'hui, évidemment, on le disait à l'instant, la Chine est une puissance économique incomparable par rapport à la Russie. La Russie, c'est l'équivalent économique d'un petit pays européen. Donc, avec la puissance économique qui est derrière, évidemment, le danger est exponentiellement plus grand, tout simplement parce qu'ils ont plus de capacité financière aujourd'hui. Et Tristan, pour revenir justement sur les plateformes, c'est vrai que pour ceux qui nous regardent, savent, TikTok appartient à la Chine. Aujourd'hui, c'était avant des vecteurs, on va dire, de diffusion des informations. C'est presque devenu des acteurs aujourd'hui, ces plateformes. Donc ça pose question, là aussi. Je pense que la Chine bénéficie en fait de toutes les plateformes sociales. Alors, ils vont évidemment utiliser TikTok, avec qui ils ont des relations particulières, organiques, spécifiques, mais ça n'empêche absolument pas la propagande chinoise de bénéficier de cette dérégulation mondiale de l'information initiée par les plateformes sociales. Donc ils vont évidemment pousser là où ils peuvent leur propagande, leur désinformation sur des plateformes classiques. Ça peut être X, ça peut être Facebook, ça peut être les plus grandes plateformes sociales. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur un marché global de la désinformation et la Chine est en train de se tailler une bonne part de marché. Et par rapport à la France, ça ne risque peut-être pas de s'arranger. On l'a vu quand même que cette rencontre qu'il y a eu et cette visite d'État, alors évidemment, il y a toujours le folklore, on a l'impression que ça se passe bien, c'était quand même relativement tendu. D'ailleurs, on vient de l'apprendre, puisqu'on me dit dans l'oreillette, regardez le bandeau, Emmanuel Macron menace Pékin de droits de douane dans les tout prochains mois. Ça veut dire quelque chose, là aussi. Et encore une fois, c'est donc tous les intérêts économiques, qui sont visés. On peut s'attendre à une réplique dans ce cas-là, notamment sur les réseaux sociaux, des informations de la part de la Chine sur cette annonce. Complètement. En fait, il y a d'une manière politique une logique qui va glisser du champ informationnel vers des leviers de fragilité qui sont industriels, commerciaux ou technico-commerciaux. Et donc, à partir du champ informationnel qui est étroitement contrôlé par les organes du régime du parti, avec les modalités qu'on a décrites, de plateformes, soit de personnes physiques, soit de robots, eh bien, je vais pouvoir avoir une action significative, politique et informationnelle pour perturber, pour créer une pression, pour stimuler, si je puis dire, une déstabilisation dans une négociation commerciale ou dans une logique de relations politiques. Effectivement, Emmanuel Macron était 2 jours et demi en Chine cette semaine, il revient à peine, il y a une succession de contrats, notamment industriels, qui ont été a priori signés, en tout cas sur le format de lettre d'intention, ce qui n'est pas tout à fait d'ailleurs la même chose, et on voit que dans la foulée, tout de suite, ça c'est la temporalité est extrêmement courte, on a une perturbation de cet environnement commercial et diplomatique tout de suite, qui est largement relayée, caisse de résonance des réseaux sociaux et plus largement de l'ensemble du champ informationnel. Et pour vous donner justement un exemple concret de campagne de désinformation menée par la Chine, il y en avait une contre l'industrie de l'armement française et notamment pour déstabiliser, on se souvient, sur les ventes des Rafales. Ça a été identifié et ça a été confirmé là aussi par l'armée française. C'était en juillet dernier. Écoutez. Vous avez sûrement bien identifié la campagne que la Chine a habilement conduite visant à discréditer notre industrie d'armement et directement le Rafale suite à la perte d'un appareil dans le cadre des confrontations assez dures entre l'armée de l'air indienne et l'armée de l'air pakistanaise. Voilà, on ne peut pas en douter. Là, c'est prouvé, c'est dit quand même par l'armée. Alors même si, encore une fois, pour les sphères un petit peu conspirationnistes, quand c'était estampillé État et que l'État le dit et l'armée française... Bon, le noyau dur doutera toujours de ce qu'on dit, mais quand même, c'est affiché, encore une fois. Là, on le voit sur l'industrie de l'armement. Il y a une vraie bataille et une vraie désinformation, campagne de désinformation sur ce sujet. Et ce qui est intéressant, c'était le contexte de cette affaire. À propos d'un Rafale, donc l'un des fleurons de l'industrie de l'armement français. Il y a eu des affrontements entre l'Inde et le Pakistan, quelques semaines, qui précèdent d'ailleurs cette conférence de presse du général Burqa. Des affrontements qui sont... indo-pakistanais, etc. C'est pas les nouveaux, c'est régulier dans l'histoire transfrontalière de l'Inde et du Pakistan. Et ça a été des engagements, des affrontements très aériens avec des missiles, etc. Il y a eu une perte d'un Rafale d'un Rafale qui était d'une industrie française dans la coopération franco-indienne. Ce qui est la position de la Chine à ce moment-là, qui est très proche du Pakistan, y compris sur des sujets industriels et notamment d'industrie militaire.
l'occasion a été faite de s'immiscer, de s'insérer dans ce contexte stratégique-là pour discréditer cet outil d'armement, l'avion, pour pousser, là aussi, l'industrie d'armement chinoise, et notamment un équivalent, ou presque un équivalent chasseur chinois, à destination de l'export, du marché à l'export, et d'ailleurs par là même de colporter des informations sur la qualité de l'armement chinois pour le contexte stratégique qui est concerné là, mais plus largement en Asie, etc., etc. Donc on a cette capacité de réactivité utilisant ce glissement du champ informationnel vers une application industrielle, vers une application commerciale, vers une application purement politique. Et c'est en permanence. Et tout ça, en fait, fonctionne comme une logique de matrice, notamment, et j'en terminerai par là, très brièvement, par le régime mettant en place des outils juridiques qui ont été validés par les plus hautes instances du régime dès 2003. Les fameuses 3 guerres. Guerre juridique, guerre cognitive, guerre de l'opinion publique. Et qui aujourd'hui sont très largement structurées par cette massification et montée en puissance des plateformes numériques et informationnelles. Oui, forcément. Jordan, vous avez une question? Oui, ces campagnes de désinformation chinoises sont-elles pensées à l'avance? Est-ce que ce sont des stratégies globales ou alors finalement c'est de l'opportunisme en fonction de l'actualité qu'elles sont construites? Eh bien, c'est un mélange un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a bien ce fond matriciel du régime chinois qui, dans son ADN, vit la clandestinité, vit dans une forme de duplicité permanente. Et donc, c'est bien que le champ informationnel est tout à fait décisif en matière de géopolitique, en matière de politique de puissance. Et donc, il a fait évoluer ces différents mécanismes, ces différents outils. On évoquait à l'instant cette fameuse 3 guerres, juridique, cognitive et de l'opinion publique. Ils ont monté en puissance ces dispositifs, musclé ces dispositifs pour les utiliser de manière structurelle et de fond, de manière fondue dans le temps et dans l'espace, et profiter, comme on l'évoquait avec l'exemple des Rafales, de moments, de temporalité, d'opportunisme, comme vous évoquiez, pour pousser, ou en tout cas pour trouver un avantage chinois. Alors, probablement que ce n'est pas toujours efficace. En revanche, la méthodologie est là, la stratégie est bien là. Alors on va en parler de l'efficacité, mais tout d'abord, c'est vrai qu'on va donner un autre exemple pour ceux qui nous regardent. Il y a l'armement, mais il y a aussi le textile. Ça, le textile, il y avait eu une campagne de désinformation qui était en avril dernier, avec plusieurs vidéos qui venaient de Chine et qui avaient inondé TikTok, dont en fait, ils mettaient en cause des marques de luxe, des enseignes de luxe, notamment des marques françaises, qui soi-disant donc vendaient à prix d'or des produits fabriqués en Chine, des contenus qui visaient d'ailleurs aussi, Tristan, les États-Unis. On était en pleine guerre commerciale entre les États-Unis, la Chine, les droits de douane par Donald Trump. Bon, là, on sent bien que les droits de douane reviennent sur le devant de la scène avec Emmanuel Macron, qui dit « nous, Européens, serons contraints de prendre des mesures très fortes ». Là aussi, le textile, par exemple, c'est un élément de déstabilisation, qui permet en tout cas de déstabiliser. Clairement, et les questions économiques sont aussi politique. Il y a un mix dans tout ça. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que, en fait, ces différentes séquences de désinformation montrent vraiment la température diplomatique qu'il y a avec les pays ciblés. Donc, en fait, la multiplication de ces attaques-là montre aussi une sorte d'augmentation de tension diplomatique entre la France ou les pays visés et la Chine. Et alors sur l'efficacité, justement, Emmanuel Véron, on en parlait, est-ce qu'elles ont un public, une audience, ces campagnes de désinformation chinoises? Parce qu'on le voit souvent, on parle de la sphère MAGA, des complotistes notamment aussi russes, pro-Kremlin, de la Russie. On sent bien quand même que ça devient extrêmement viral à chaque fois et que ça trouve son public et son audience. Est-ce que c'est le cas pour la Chine? On aurait tendance à penser que toutes ces manœuvres informationnelles, sont chinoises, etc., ne rencontrent pas de grands succès. Je m'inscris un peu en faux avec ça, parce que à mesure qu'on est, nous, face à nos propres fragilités intérieures, politiques, commerciales, de désindustrialisation, problématiques sécuritaires, etc., eh bien, ça va laisser prospérer, ça va laisser donner une forme de validation à ces logiques de désinformation, à ces logiques de manipulation de l'information. Donc, sans avoir un franc succès structurel, généralisé dans l'ensemble de ces manœuvres chinoises, il y a quand même, sur les dernières années, me semble-t-il, une observation assez significative d'une avancée, d'une progression de ces capacités chinoises de manipulation de l'information. Et j'en terminerai par là. L'autre sujet, c'est qu'on voit que à ce stade, la Chine est
probablement aujourd'hui la puissance industrielle et numérique qui est en capacité à, avoir une maîtrise de l'information, des données et des plateformes, y compris du hardware, c'est-à-dire de l'infrastructure physique, des serveurs et des technologies qui sont afférentes, mais également de tout ce qui est le soft, tout ce qui est données, etc. Et là, je ne vois pas sur le théâtre international d'autres puissances qui savent cumuler ces deux fonctions. Tristan ? Oui, dernière chose, évidemment, l'utilisation de l'IA va permettre aussi à la Chine de combler, disons, le gouffre culturel qu'il peut y avoir entre les pays européens, par exemple, et la Chine, en termes de langage, de langue et de références culturelles. Donc l'IA va permettre, évidemment, à cette désinformation de s'adapter clairement au contexte des pays visés. Merci beaucoup. En tout cas, si vous avez un doute sur une information, encore une fois, sur une image, une photo ou vraiment même une information, n'hésitez pas à l'envoyer à la cellule des vérificateurs de TF1. Vous trouverez leur adresse email qui va sûrement s'afficher. Voilà. Et le compte X. Ils travailleront pour vous, justement. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'on vous a éclairé encore ce matin. On se retrouve dimanche prochain.